Tel qu'il était écrit au commencement, on pouvait l'apercevoir, tel dans un livre, écrit tout autour de Penwood, on pouvait l'apercevoir à sa fenêtre. On pouvait l'apercevoir se dévêtir, enlever ses vêtements. Telle une mélodie, elle était là, debout, se regardant devant le miroir. On pouvait la voir, Aria, la jeune Aria. Elle se préparait, elle enlevait ses vêtements, et on pouvait l'apercevoir faire couler l'eau, regarder le mouvement de ses cheveux, qui devenaient de plus en plus humides, telle l'humidité qui remplissait la pièce. Elle se dévêtissait de ses vêtements, enleva son t-shirt, dégrafa son soutien-gorge, et ensuite enleva son legging. Passant sous l'eau, elles refermèrent le rideau devant elle. Et c'est alors qu'une fois arrivée sous l'eau, tressant ses cheveux avec ses mains, elle fit passer l'humidité à travers. Jusqu'aux pointes, elle fit passer l'humidité. Elle fit passer l'eau à travers ses cheveux. Jusqu'aux pointes, elles commencèrent alors à se regarder dans la vitre. Elles se regardèrent alors dans la vitre, à travers le reflet qu'elles pouvaient observer, par-delà l'obscurité qu'il y avait dehors. Il faisait déjà jour, depuis bien longtemps. Mais c'est alors que dehors, on pouvait toujours observer l'obscurité. Il faisait déjà jour depuis bien longtemps. Tel par la fenêtre, tel un oiseau, aussi loin et aussi discret qu'il puisse paraître, la jeune Aria, prête à partir, regardait son reflet, à travers le miroir, puis tournèrent la tête, réagrafant un nouveau soutien-gorge qu'elle avait pris dans son armoire. Elles regardèrent alors son reflet à nouveau, cette fois-ci dans le reflet de la fenêtre, qui réfléchissait à travers l'obscurité de dehors. Elle mit alors un t-shirt par-dessus sa poitrine, enfila un jeans et partit à l'école, rejoigna Emily qui était déjà à son casier. Ayant déjà reçu un message de A, elle ne savait pas trop quoi penser, ni même comment avertir Aria, qui venait à peine d'arriver, sachant que son frère était troublé par quelque chose qui s'était passé entre eux. Son jeune frère Mike, qui était dans sa chambre, depuis bien longtemps, depuis ce qu'il s'est passé entre eux, entre sa mère, entre son frère, entre son père et elle, depuis cette tragédie familiale qu'il s'est passé entre eux, Mike, son jeune frère, était resté dans sa chambre. Sans nul doute, il ne savait que quelque chose allait lui arriver. Il était dans sa chambre, il regardait son PC, écoutait de la musique. On ne savait pas réellement définir ce qu'il faisait, ou même ce qu'il écoutait. Tout ce qu'on savait dire, c'est qu'il était dans le noir, dans l'obscurité dans sa chambre. Ne regardant que son reflet par la fenêtre, il écoutait de la musique, son PC allumé sur ses genoux, assis sur son lit. On pouvait le regarder, le voir attentivement, calme, assis sur son lit, son PC sur ses jambes, écoutant sa musique. Il était calme, ne sachant pas que quelque chose allait lui arriver. Aria, elle, était arrivée au lycée. Voyant qu'Emily était perturbée par sûrement un message qu'elle devait déjà savoir, un message qu'elle devait sûrement déjà savoir, déjà avoir vu ou déjà connaître. Voyant Emily qui était perturbée par la présence d'un message, elle ne le montra pas tout de suite à Aria. Seulement plus tard, elle montra à Aria son message. Je sais ce que vous faites. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous devriez en payer le prix. Quelle qu'en soit la raison, le jeu est reparti les pétasses. Elles regardèrent alors ce message. Le jeu est reparti les pétasses. Cela faisait depuis longtemps que A avait arrêté de les persécuter, de s'en prendre à elles, à eux ou à leur famille. A avait arrêté depuis bien longtemps, pensant qu'on avait réussi une bonne fois pour toutes à l'arrêter. Ce matin-là,
Émilie avait reçu un message. Si vous faites pas ce que je dis, le jeu est reparti. C'est reparti les pétasses. Elles fermèrent alors son GSM. Et c'est alors que peu plus tard dans la journée, Émilie reçut un message à nouveau, où il était écrit Ah, étape 1. Va dans le cimetière. Plus tard, Anna, Spencer et Aria remarquèrent que Emily avait disparu. Arrivée dans le cimetière avec son message, qui lui dit alors, en envoyant un nouveau message, en voyant son GSM qui lui avait donné un nouveau message, un nouvel ordre, une nouvelle règle à suivre, son message lui ordonna alors de profaner une tombe, n'importe laquelle. Et c'est alors qu'elle vit une tombe sur laquelle il y avait un dessin qui avait été gravé. Elles tournèrent alors autour de la tombe, elles tournèrent un petit peu autour de la tombe. Tournant autour de la tombe, elles arrivèrent derrière. On pouvait voir qu'une feuille était coincée entre le lierre qui entourait la pierre tombale et les ronces qui entouraient la seconde pierre tombale qui avait au sol. La seconde pierre tombale qu'il y avait au sol, sur laquelle il y avait écrit le nom du défunt, ainsi que l'heure du décès, le jour, son nom de famille et son nom, était entourée de ronces. On pouvait voir qu'en dessous des ronces, il y avait une feuille sur laquelle il était écrit « Cercueil vide ». Derrière la tombe, on pouvait y voir des initiales qui avaient été gravées à l'encre de Chine sur une feuille de papier brun qui avait été brûlée aux délimites de chaque paroi, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. À chaque limite, délimitée à chaque paroi, ce papier avait été brûlé. Brun et abandonné là pendant longtemps, on pouvait y apercevoir à travers le lierre, après que Émilie ait pris le papier, on pouvait y apercevoir sur le premier papier, à travers les ronces. Tombe vide, il était écrit. Tombe vide, cercueil vide. C'est alors que sur le second, il y avait des initiales, encore indescriptibles d'après elle. C'est alors qu'elles remarquèrent seulement plus tard que les initiales n'étaient pas descriptibles par rapport à ce qu'elles pensaient. Pensant que ce pouvaient être les initiales de Spencer, de Aria, ou encore même de Anna, pensant que ce pouvaient être les initiales de l'une de ses copines, elle revint alors à l'école le jour suivant avec le même papier. Tombe profanée, tombe vide, cercueil vide, et ses initiales. Elles montrèrent alors, après s'être enfermées dans une classe, elles sortirent le premier papier. Tombe profanée, cercueil vide. Elles sortirent le deuxième papier qui avait été brûlé aux extrémités des coins droits et des coins gauches, en bas et en haut. Elles montrèrent le papier, une seule initiale. Et c'est alors qu'elles vurent une initiale qu'elles donnèrent à Aria. Une seule qu'il y avait écrit en tout petit, à l'encre de Chine. Une seule initiale qui avait écrit en tout petit, à l'encre de Chine sur le papier. Bien au milieu, on pouvait presque croire que ça avait été calculé au compas. On pouvait presque croire que l'initiale avait été calculée au compas afin d'être centrée à l'intérieur du noyau de ce qu'on pouvait appeler le centre de la feuille. On retrouvèrent alors les initiales MM. Les initiales MM étaient calculées d'un point de vue mathématique pour être mises et placées au centre de ce qu'on pouvait appeler le noyau de la feuille. Le centre de la feuille avait été calculé avec précision et avec précaution pour pouvoir écrire les initiales MM et ensuite les cacher derrière la pierre tombale. Émilie qui montrèrent ses initiales à Aria qui prit la feuille dans ses mains, qui regardèrent d'abord les extrémités droite et gauche, en haut et en bas, qui avaient été brûlées avec un briquet.
Elles les regardèrent, et c'est alors qu'avec attention elle ne dit plus rien, et on pouvait entendre une légère musique qui commençait à augmenter de plus en plus. Cette légère musique qui commençait à augmenter de plus en plus. Elle réfléchit alors avec attention, tout en écoutant cette musique de berceuse, tout aussi horrifique que perturbante, tout aussi horrifique que mélancolique, tout aussi majestueuse que perturbante. Elle écoutait et elle dit je sais ce que c'est. À l'instant où elle sut ce que c'est, la musique disparut peu à peu, se fit moins présent et se fit moins horrifique. Se fit moins présent, se fit moins horrifique, se fit moins perturbant. Lorsqu'elle disparut totalement, elles retournèrent alors la feuille, face contre terre, et elle se retourna alors vers Spencer. Et dit alors à Emily, à Spencer, ainsi que à Anna. Elle dit alors à Spencer, à Emily ainsi que à Anna, tout en regardant Spencer en la fixant droit dans les yeux. Elle dit alors, je sais ce que c'est. Mike Montgomery. C'est mon frère. C'est alors qu'Emily regarda son GSM. Regardant son GSM, pensant qu'un avertissement avait été lancé par A, que quelque chose aurait pu avoir un rapport avec Mike, le frère de Arya, pensant que c'était un avertissement envers lui, que A pourrait bel et bien lui faire du mal. Elles regardèrent son GSM. Rien. Mais au moment de ranger son GSM, de fermer son GSM à clapet, d'éteindre l'écran et de le ranger dans son sac, elles le fermèrent, elles le rangèrent dans une poche intérieure. Elle passa alors la sangle de son sac sur son épaule gauche, qu'elle tenait avec son bras droit. Et à ce moment-là, le GSM d'Arya se mit à sonner. Elles regardèrent alors le message, où il était écrit « Ton frère s'est levé du mauvais pied, signé A ». Arya savait pertinemment que dans un silence perturbant tel que celui-ci, il était dû d'une menace qui était envers son frère, Mike, qui ne se doutait envers rien que A pouvait exister, ou pouvait même s'en prendre à lui, ne se doutant envers rien que A existait bel et bien, qu'il était une menace et qu'il s'en prendrait à lui, ne se doutant nullement de son existence, ou même du fait qu'il allait s'en prendre à lui. C'est alors que Mike était toujours dans sa chambre, chez lui, enfermé dans le noir, écoutant sa musique, allongé sur son lit après avoir fermé son PC et l'avoir déposé par terre, au rebord de son lit en dessous. C'est alors qu'en dessous de son lit, son PC qui fonctionnait toujours, il reçut le même message. Arya s'est levée du mauvais pied. Il lut alors son message, ouvrit sa boîte mail, et il lut Arya s'est levée du mauvais pied. Il se demanda un instant pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé Arya s'est levée du mauvais pied, signé A. Qui était A? Qui était cette personne? D'où venait ce message? Et pourquoi la boîte mail de Mike? Pourquoi la sienne? Il referma alors son PC, supprima le message, et il envoyèrent alors une copie du message à Arya, lui disant que ce message, cet avertissement, devait sûrement lui être dû. Il fit une copie du message, il fit un screenshot, et ils l'enlevèrent de son PC. L'envoyèrent alors sur son GSM, et c'est une fois sur son GSM qu'il fit un screenshot, un second screenshot, un print screen, qu'ils l'envoyèrent à Arya, lui disant que ce message lui devait être dû, lui était dû et devait être un message qui lui avait été passé, mais qui avait été envoyé à la mauvaise adresse. Il lui dit alors en légende, dans son message, il lui envoya alors le lien, ci-dessous, par lequel il était écrit par Mike. Un message t'a été dû, je crois qu'il m'a été envoyé par erreur. Arya regardèrent alors le message, le même qu'elle avait reçu par rapport à Mike. Mike s'est levé du mauvais pied. Elles reçurent alors celui que Mike reçut à son tour. Arya s'est levée du mauvais pied. Signé A.
Ce n'était pas seulement un message banal de A, comme une menace qu'il pouvait envoyer tous les jours afin de les persécuter ou de les manipuler. Ce n'était pas une simple menace, c'était une menace de mort. Elle reçut alors le même message qu'elle avait reçu envers Mike et que Mike avait reçu envers Arya, et elle comprit que A avait bel et bien des attentions envers son frère. Ce soir-là, elles repartirent et entrèrent dans sa chambre, dans la chambre de Mike, entrèrent dans sa chambre tout d'abord, prit alors ses affaires, rangèrent son PC, le fermèrent, l'éteignirent, rangèrent la recharge dans un endroit qu'elle ne pouvait la retrouver, rangèrent son PC sous son lit, au rebord du premier pied sur la gauche, et c'est alors qu'elles partirent en courant, refermèrent la porte derrière elles, pensant pouvoir oublier les cachettes où elle avait rangé son PC, ainsi que son chargeur, sa recharge et son GSM. Elles partirent dans la chambre de Mike, ouvrirent la porte, la refermèrent derrière elle en la claquant. Sa mère qui voulait lui poser une question. N'ayant pas eu le temps, elles refermèrent la porte derrière elle, s'asseyèrent à côté de Mike qui avait reçu ce message, qui était définitivement en train d'ignorer sa sœur. Il enleva ses écouteurs, et alors Arya lui dit « En aucun cas ne réponds à ce A. En aucun cas tu ne dois répondre à ce A. » C'est alors que Mike répondit « Tu sais très bien que c'est quelqu'un qui fait que des conneries. » Il remit ses écouteurs et il lui dit « Tu sais très bien que c'est des gens qui se prennent pour des personnes qui ne sont pas. Tu sais très bien que c'est des personnes qui essayent de nous faire peur. » Il remit ses écouteurs et c'est alors qu'avec précision, il remit ses écouteurs, de manière à ce qu'il ne puisse plus en écouter Arya. Et c'est alors qu'avec intention, Arya enleva les écouteurs de Mike et lui dit « En aucun cas, écoute-moi, ne réponds pas à A. Ne lui réponds pas, ne lui envoie pas de message, ne réponds pas à A. En aucun cas tu dois les répondre, tu dois en aucun cas ouvrir ta boîte mail lorsque tu reçois un message. Ignore-le, fais tout ce que tu veux, mais ignore-le. » C'est alors que Mike remit ses écouteurs et lui dit « Tu sais très bien que c'est un fanatique c'est sûrement un fanatique des schizophrènes, c'est des fanatiques ou encore des gens qui aiment se faire peur entre eux, qui nous envoient des choses pour nous faire peur à nous. C'est des fanatiques et rien de plus, tu sais très bien. » Arya le regardèrent pendant un instant et lui dit « Tu vas quand même pas croire à quelqu'un qui t'a envoyé une menace de mort par rapport à ta sœur et qui se fait appeler A. Tu vas quand même pas croire à une personne qui s'appelle A et qui signe tous ses messages d'un seul mot, sans même dire ou prétendre qui il est. Tu vas quand même pas croire que cette personne a des intentions gentilles envers toi. » C'est alors que Mike remit ses écouteurs, en enlevèrent un seul pour pouvoir écouter Arya et lui dit « Arya, c'est des fanatiques. Ils aiment bien nous faire peur. C'est leur passe-temps favori, ils font peur aux gens, ils disent qu'ils sont pas ce qu'ils prétendent être, et ils envoient des messages de mort. Ils envoient des messages de mort prétendant être des personnes au-dessus des lois. Ils nous envoient des messages de mort prétendant être au-dessus des lois. C'est juste des fanatiques et rien de plus, tu dois savoir ça. » Arya commencèrent à s'énerver, lui enlevèrent ses écouteurs, fermèrent son PC et le mit au rebord de son lit en dessous de son lit. Elle le regarda dans les yeux, prit ses mains et lui dit « En aucun cas réponds à A. Tu sais très bien qu'il est dangereux. Il nous a déjà fait le même coup. Spencer, Emily, moi, Anna, toutes les autres, Mona même. Tout le monde a reçu des messages de A. En aucun cas tu dois lui répondre. » C'est ensuite que cette petite musique refit son apparition. Cette petite musique refit son apparition. Cette petite musique qui imprégnait la peur, imprégnait l'angoisse, et tout autour d'eux, on pouvait sentir la peur et l'angoisse se former un nid, tout autour de leur maison, la peur qui se formait un nid, tout autour d'eux. Ce fanatique des messages dangereux allait de plus en plus prendre de l'ampleur, s'agrandir, telle une société de fanatiques qui enverrèrent des messages à Arya, à Emily, à Anna, mais encore à toute sa famille pour s'en prendre aux autres, à elle, à eux et à Mike. Un an passé après que A soit emprisonné et enfermé derrière les barreaux. Un an passèrent
Et jour après jour, la police passèrent à Rosewood. Un soir, la police passèrent à Rosewood, dans les rues de la maison des Hastings, ainsi que dans la rue de la maison des Montgomery. Ils passèrent dans les rues, et c'est alors qu'ils s'arrêtèrent, mais ils arrivèrent devant les Montgomery. Ils arrivèrent devant la résidence des Montgomery, s'arrêtèrent juste devant, posèrent la question à Aria si l'un des policiers pouvait rentrer avec son coéquipier. Ils rentrèrent avec son coéquipier afin de prendre la déposition de Mike et de pouvoir en conclure, de clore ce chapitre et de passer à autre chose. Ils firent de même avec les Hastings, passèrent devant leur rue, demandèrent à Lord Spencer et à sa mère de pouvoir entrer afin de clore ce chapitre et de pouvoir prendre ses dépositions. Une fois les dépositions prises de Spencer et de Mike, les dépositions étaient prises, le chapitre était clos, A était enfermé et emprisonné, Toby avait été appelé à la cour de justice, pris en tant que victime par rapport à ce qu'on pouvait être appelé une victime d'incrimination. Il avait été pris à la cour de justice, appelé à la cour de justice par la mère de Spencer, qui était bel et bien son avocate, mais il avait été accusé à tort de délit. Il avait été accusé à tort de délit de fuite. Il avait été accusé à tort de délit de fuite, ainsi que de partenariat avec un tueur, et aussi d'incrimination. Accusé à tort d'incrimination, de délit de fuite et de partenariat avec un tueur. C'est alors que c'est la mère de Spencer qui couva alors son arrestation. C'est la mère de Spencer qui couva alors son arrestation, en lui demandant plusieurs questions et plusieurs fois, questions à laquelle il répondit toujours la même chose. Je ne suis nullement quelqu'un qui pourrait faire ça. Je ne suis nullement quelqu'un qui pourrait être en partenariat avec A. Je suis nullement quelqu'un qui pourrait infliger de telles souffrances, et je ne suis nullement meurtrier. C'est alors que, peu de temps après, la cour de justice rendit son verdict. L'avocate, son avocate à lui, Toby, et la mère de Spencer rendit leur verdict. Il a été accusé en tant qu'incrimination, victime d'incrimination, victime de délit de fuite et victime de complice de meurtrier. Involontairement, il avait été accusé en tant que meurtrier pendant des années, sachant que c'était peut-être lui qui avait enfermé Mike, qui avait essayé de tuer Spencer et qui avait même essayé de tuer Mike. Sachant que pendant des années il avait été accusé et dévisagé, aujourd'hui le verdict avait été rendu. Ce n'était nullement lui, mais c'était lui qui avait été accusé à tort de meurtrier et qui avait été incriminé dans une affaire dans laquelle il ne pouvait être nullement responsable. Il n'était nullement un meurtrier, mais simplement une victime parmi tant d'autres. Le soir même, Toby rentrèrent chez lui, libéré, et A, lui, était toujours dans cette cellule qui sentait la nicotine, enfermé dans le noir, sous l'obscurité et la surveillance des gardiens. Il était enfermé dans le noir. Ce soir-là, A avait sombré dans la folie. Mike était en sécurité avec sa jeune sœur. Ses parents, eux, étaient dans le salon. Néanmoins, un silence rôdait à travers la maison. Il pleuvait ce soir-là. Mais cette histoire d'incrimination, de meurtre, s'était arrêtée. Arrêtée lorsque la pluie elle-même a cessé de battre.
lorsque la pluie a cessé de battre, que les gouttes ont cessé de tomber, de s'écraser sur le sol, de frapper les vitres, tels les coups d'un meurtrier. Lorsque tout cela s'est arrêté, que les bruits ont cessé de faire cette cacophonie, cette musique et cette symphonie les plus terrifiantes et horrifiques. Lorsque tout cela disparut, on put comprendre que tout était revenu à la normale. Ce soir-là, lors d'une pluie qui fit rage à travers tout Rosewood, Spencer disparut sans laisser de traces. Sans laisser de traces, elle disparut. On entendit crier à l'autre bout de la ville. On entendit crier à l'autre bout de la rue. On entendit sa maison qui restèrent muettes. Sa maison qui restèrent muettes pendant des instants. Pendant des instants, des jours, des années, des mois et des heures, des secondes, des minutes. Sa maison restèrent muette, mais allumée à l'intérieur. Personne ne savait ce qui s'y passait. Personne ne savait ce qui s'y passait. À l'extérieur, la maison était envahie et recouverte par un nuage de pluie noire qui jonchait les murs sur lesquels les pluies s'attardaient à claquer contre les vitres. Les gouttes elles-mêmes s'attardaient à se claquer contre les vitres, laissant des impacts qui pouvaient être violents. Ce bruit qui faisait impact à travers toutes les échos qu'on pouvait entendre à travers la ville. Spencer disparut, et le lendemain, on découvrit alors son cadavre. On découvrit son cadavre plus tard dans la rive, au bord d'une rivière. On découvrit son cadavre au bord d'une rivière, ayant été strangulé. Ayant été strangulé, la pluie cessa. On découvrit son cadavre, par terre, inconsciente, les yeux fermés, sur le rivage, habillée en robe de chambre blanche. Habillée en robe de chambre blanche, elle était sur le rivage. On découvrit son cadavre un peu plus loin. Dans le rivage, on le ramassa. 2 policiers étaient à sa recherche depuis assez longtemps. Depuis assez longtemps, 2 policiers étaient à sa recherche. Sa mère avait lancé un avis de disparition qui avait été préparé soigneusement par les autorités. Les autorités qui avaient soigneusement préparé cet avis de disparition, avec certitude qu'ils pouvaient la retrouver. Il avait été soigneusement placé dans un dossier qui avait été connu comme étant important, comme étant disparu. La disparition de Spencer était un dossier qui était hautement relevé par rapport au métier de la mère de Spencer, qui est en fait avocate. Ayant appuyé afin de pouvoir faire justice par rapport à la personne qui a assassiné sa fille, plus tard, on se retrouvait aux obsèques. Après avoir appuyé le dossier, on se retrouvait aux obsèques, et c'est après avoir appuyé le dossier de Spencer sur sa disparition qu'on retrouvait des pancartes partout plaquées dans la ville. Plaquées partout dans la ville, on retrouvait des pancartes « Missing, disparu, Spencer Hastings », avec une récompense d'un certain argent. Sur l'instant de la colère, sur le moment de la colère, de la haine, de la rancœur et de la tristesse, la mère de Spencer fit un avis de recherche à la police, comme quoi il était interdit de mettre une récompense, comme quoi on pourrait retrouver le corps de sa fille. Elle dit alors qu'il était interdit de mettre un avis de récompense, comme quoi la personne qui retrouverait sa fille vivante ou morte aurait dû être récompensée ou aurait pu être récompensée. On retrouvèrent alors sa fille plus tard sur les rives d'une rivière, d'un lac. On la retrouvèrent abandonnée de son plein gré, telle une morte qui avait été abandonnée sur les rivages des eaux froides d'un lac, telle une morte qui avait été abandonnée et délaissée, laissée pour morte au bord des rivages, qui avait été délaissée et abandonnée, laissée par terre, abandonnée sur le sol par terre de son plein gré, étant été laissée toute seule sous la pluie, dans les orages, on la retrouvait et on la ramenait. On l'a ramenée alors, on lui a mis une couverture chauffante. Dans l'ambulance, elle était sur la civière, avec un masque pour respirer.
C'est alors qu'une fois arrivé à l'hôpital, il fit monter sa tension. C'est alors que la mère se rendit compte que sa fille reprenait conscience. Sa fille reprenait conscience de plus en plus, elle fit monter sa tension afin qu'elle puisse être réchauffée. Les policiers et les policières, les ambulanciers lui offrirent une couverture chauffante que celle-ci mit sur ses épaules. Celle-ci mit cette couverture chauffante sur ses épaules, et c'est afin de relever sa température jusqu'à la normale qu'elles se retrouvèrent alors assises sur le lit. Assises sur le lit, elles se retrouvèrent avec une température qui avait été relevée jusqu'à la normale. Elle était de nouveau bien, mais pour autant elles devaient continuer à prendre et à suivre un traitement, prendre des médicaments qui l'aideront à revenir à la normale, des médicaments qui l'aideront à passer le choc qu'elle a vécu, et c'est ce soir-là que la mère s'est donc approchée d'elle, l'a pris dans ses bras et lui a dit « J'ai appuyé ton dossier. J'ai recommandé à toutes les autorités de ne plus lâcher ce dossier tant que je ne t'aurais pas retrouvé, et je ferais de même si jamais l'une de tes copines disparaissait. » Le soir même, elles laissèrent sa fille seule, dans une chambre hautement surveillée par des gardes, des infirmières, des infirmiers, des policiers et des policières qui surveillèrent la même pièce. Tous assis à l'extérieur, autant qu'une personne à l'intérieur, qui était assis en civil, qui surveillait Spencer de près, qui était sous un masque à oxygène, avec une couverture chauffante afin de relever sa tension, et la chaleur de son corps qui avait pour le moins baissé, qui devait revenir à la normale, qui était revenu à la normale pendant la nuit. Le lendemain matin, la personne qui était de garde, les personnes qui étaient de garde à l'extérieur, se réveillèrent les uns après les autres, tous devant la porte, au garde à vous, l'arme chargée, tenue dans la main, pointée vers le haut, avec le viseur vers le bas, tenant la gâchette. Au garde à vous, ils étaient tous contre les vitres. Sûrs qu'elle était toujours là, c'est alors que la mère de Spencer entrèrent. L'infirmière lui dit alors « Madame Hastings, venez voir, votre fille est plus là. » Elles entrèrent, apeurées comme jamais, elles entrèrent. L'infirmière fit « Madame Hastings, avez-vous une idée d'où est-ce qu'elle aurait pu partir ?» Non, aucune idée. Elle lui répondit « Non, je sais pas. » Perturbée, elle en perdait ses mots. Elle ne savait plus quoi dire. Perturbée, ne sachant plus quoi dire, elle en perdait ses mots et dit alors « Mais où est-ce qu'elle est passée ?» Elle reçut alors un message, elle-même, sur le GSM de sa fille qui était posé sur le lit, sur lequel il était écrit « Signé A. Ta fille a encore essayé de fuir. » Elle réfléchit un instant à ce message. Qui est ce A? Pourquoi Spencer ne m'en a jamais parlé? En a-t-elle parlé à sa sœur? Est-ce que sa sœur a dû garder le secret? Qui était ce A? Qui était cette personne qui la persécutait? Pourquoi ce message? Ta sœur a encore fait une fugue et elle a réussi. Pourquoi ce message? C'est alors que plus tard on retrouvait Spencer, bâillonné et attaché à une chaise, attaché avec de solides cordes aux mains et aux poignets. On pouvait presque en voir ses poignets se lacérer, devenir rouges, avec des hématomes sur les côtés, comme quoi elle avait été frappée quand elle était encore inconsciente, ou qu'elle était tombée à terre. On la retrouvait attachée, avec cette personne qu'elle croyait être Toby. Car pendant un instant, Toby avait gardé le secret qu'il avait été complice de meurtre par rapport à A. Ils gardèrent le secret pendant un instant, jusqu'à ce que Spencer en soit consciente qu'il avait été complice. Seulement, après de longues explications qui ont duré des années, des jours et des mois, afin de faire retrouver la conscience de Spencer, elle se rendit compte que ce n'était pas Toby, mais que c'était bel et bien A. Ils virent cette personne, A, qui les traquait depuis bien longtemps. Ils se retournèrent, mais il portait un masque noir. Un masque noir qui cachait son visage, une capuche qui cachait la couleur de ses cheveux, afin de pouvoir décrire si c'était une fille ou un garçon, mais l'on pouvait voir des mèches dépasser dans l'obscurité. Mais c'est bien à cause de l'obscurité de la lune, de la clarté de la lune, ainsi que des rivages qui étaient obscurcis par une traînée de nuages noirs, que l'on ne pouvait pas percevoir la couleur des cheveux. Mais l'on vit une mèche de cheveux sur les côtés. On put savoir que c'était une fille. Mais on ne put pas savoir qui.
On ne sut pas savoir qui, car il faisait trop obscur pour pouvoir voir la couleur des cheveux, pour pouvoir dire s'ils étaient noirs, blonds, s'ils étaient châtains, bruns, ou d'une autre couleur, une couleur quelconque. On ne pouvait pas dire qui c'était. On ne pouvait même pas dire par rapport au basket qui c'était. On ne pouvait même pas dire par rapport à la tenue ou la taille quelle personne c'était. Tout ce qu'on savait, c'est que cette personne portait un masque, qu'elle ne voulait pas qu'on la voie, qu'on la reconnaisse ou qu'on l'entende. Même à la voix, on ne pouvait pas la reconnaître. Ayant porté un micro qui modifiait sa voix, on ne pouvait pas décréter que ce soit une telle personne ou une telle personne qui soit derrière ce masque. Sa voix avait été modifiée par un micro qui avait été accroché à sa gorge, un micro qu'elle avait accroché à sa gorge ou qu'il avait accroché à sa gorge afin de modifier sa voix et qu'on ne puisse pas le retrouver. Plus tard dans la soirée, elle fut retrouvée indemne. Elle rentra chez elle et aux obsèques, on put voir un cercueil ouvert. Aux obsèques, on put voir un cercueil ouvert dans lequel on vit un copycat d'elle-même. On vit un copycat d'elle-même dans lequel on vit son sosie lacéré et étranglé avec une corde. On vit la lacération de la corde sur laquelle était repassée la lame d'un poignard. Sur laquelle était repassée la lame d'un poignard, on vit la lacération de la corde qui laissait une trace rouge et des traces d'échymose dans la nuque et sur le cou. La mère de Spencer, après avoir vu cette image et ce coffre ouvert, ce coffre dans lequel se trouvait la victime, ce n'était même pas un cercueil mais un coffre qui avait été posé sur l'autel. Ce coffre qui avait été délaissé et laissé à nu, qui était recouvert de pourriture et de moisissure. Ce bois sec qui était recouvert de pourriture et de moisissure dans lequel se trouvait le corps de sa fille, enfin ce qu'elle pensait être sa fille, était inadmissible. Elles s'adressèrent donc au juge, à la cour pénale, disant qu'il était inadmissible de laisser une personne qui avait été menacée, tuée et assassinée par autrui, à l'air libre et de le montrer au grand public sous un cercueil ouvert. En pleine cérémonie, il était indispensable de laisser un cercueil ouvert, c'était ce qu'il fallait faire par rapport à la personne qui est morte pour que les autres puissent y déposer leur deuil. Mais y laisser quelqu'un qui avait été assassiné d'une telle manière dans un cercueil qui n'est même pas un cercueil mais une boîte en bois qui avait pourri avec les années et qui était devenue sec à l'intérieur de cette église, était inadmissible de pouvoir faire ça. Encore pire quand c'est le corps de ta propre fille qui s'y trouve à l'intérieur. Cela dit, que plusieurs années plus tard, ils découvrirent que sur le corps de Spencer, ce n'était pas son sang à elle, mais le sang de quelqu'un qui avait bel et bien laissé sa vie à la place de Spencer pour pouvoir faire croire à sa famille que c'était bel et bien elle. Ce soir-là, ils trouvèrent la même chose et appelèrent la famille des Montgomery. Ils appelèrent les Montgomery, Aria, Ella, ainsi que son père, pour leur prévenir que le sang qui avait été trouvé sur la victime n'était en fait pas leur fils, mais un copycat qui lui ressemblait fortement, son sosie, sur lequel ils avaient retrouvé du sang qui n'était nullement le sien. Ils leur avaient prévenu que le sang n'était nullement le sien, que c'était nullement son groupe sanguin, que son groupe sanguin n'était nullement la personne qui se trouvait dans le cercueil, et que lorsqu'ils sont rentrés chez eux, après avoir reçu cette information de la morgue, après être rentrés chez eux, après la cérémonie de Spencer, ils ont retrouvé Spencer, ainsi que le frère d'Aria, assis tous les deux à un endroit différent. Spencer assis sur le fauteuil, attendant bien sagement que sa mère ou que ses copines puissent rentrer, et c'est alors qu'Emily se précipita sur Spencer, lui sauta à la gorge, et s'asseyait à côté d'elle, lui dit « Ça va, t'es sûr que t'as rien, ça va, est-ce que ça va ?» Elle répondit « Oui, oui, ça va. » Elle poussa un peu Emily, lui disant de lui faire de l'espace, et c'est alors que, plus tard, chez les Montgomery, on put voir dans sa chambre, assis sur son lit, face à son PC, écoutant un peu de musique, mais laissant quand même un écouteur par terre pour qu'il puisse écouter sa mère. Il lui dit alors « Oui, oui, ça va, c'est bon, laisse-moi tranquille. » Sa mère lui dit « Oui, mais ça va quand même, oui, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. » D'accord. Aria dormit avec lui pendant quelques jours, étant sûre que ce soit lui. Elle dormit avec lui pendant quelques jours, et pendant la nuit, elle sourit. Elle était contente d'avoir retrouvé son frère, ainsi que Spencer qui avait retrouvé sa mère.
et qui avait impatiemment attendu de faire la surprise à ses copines qu'elle n'était pas morte. Elle n'était pas morte, mais elle était peut-être bien, peut-être qu'ils étaient tout simplement partis, ou que ses victimes avaient tout simplement eu un lien avec Spencer, ainsi qu'avec le frère de Arya, Mike. Peut-être que les victimes prises en otage avaient tout simplement un lien avec Spencer, qu'elles avaient quelque chose à rendre, un compte à rendre, qu'elles avaient des dettes à rendre envers A, ou qu'elles avaient tout simplement un prix à payer. Peut-être que les victimes qui ont été pris d'assaut afin de faire croire au suicide de Mike et de Spencer avaient des dettes à rendre, des comptes à rendre, ou tout simplement un prix à payer par rapport à ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles ont fait. Mais ce soir-là, Spencer rentrèrent chez elle. En face de la maison de Spencer, dans la rue, on put voir la famille des Montgomery. Ella, Arya, ainsi que son frère, Mike, assis par terre, les uns contre les autres, se serrant dans les bras, se récupérant en tant que famille normale, sachant que personne n'était mort mais que ce n'était que des copycats qui avaient servi à faire de fausses morts afin de simuler la mort d'une personne ou d'un être cher. Ils se retrouvèrent tous et A disparut dans l'obscurité avant d'avoir essayé de tirer sur l'une des mères. Avant d'avoir essayé de tirer sur la mère d'Arya, et avant d'avoir essayé de tirer sur la mère de Spencer, et d'ensuite viser la mère de Emily, après avoir essayé de tirer sur les trois mères principales, celle de Emily, celle de Arya, ainsi que celle de Spencer, après avoir essayé de les tuer, car une était prof, connaissait très bien les élèves, qui savait tout ce qui se tramait, tout ce qui se passait autour de A, essayant de la viser, car l'une était prof, l'une pouvait recevoir des informations des élèves qui connaissaient A. Une deuxième était bel et bien avocate, et pouvait bel et bien plaider en cour de justice. Il essaya alors d'arrêter cela, et de tirer sur celle-ci. Celle-ci évita la chute, évita le tir, et c'est alors qu'elle tira une nouvelle fois, que A tira une nouvelle fois, et tira alors sur la mère d'Emily, qui elle travaillait à la police, et pouvait bel et bien l'arrêter. Celle-ci évita la balle. Et c'est alors que plus tard le soir, ils rentrèrent tous chez eux. A avait bel et bien été arrêté, et on remarquèrent plus tard seulement aux informations le soir, à minuit et quelques, aux informations de minuit, on remarquèrent seulement plus tard qu'il était bel et bien question de A derrière ce masque, et A était bel et bien question d'être Allison. Allison était derrière la fausse disparition, la fausse mort de Spencer et de Mike, pouvant voir si Arya tiendrait le coup, pouvant voir si la sœur de Spencer tiendrait le coup, pouvant voir si les personnes qui perdraient un être cher tiendraient le choc après avoir perdu quelqu'un qu'ils aimaient, a disparu dans l'obscurité d'une prison dans laquelle il avait été emprisonné. Il disparut dans l'obscurité d'une cellule, une cellule qui avait été couvée par le noir, par l'obscurité et par la pluie qu'on pouvait entendre claquer contre les fenêtres. Les fenêtres qui étaient recouvertes de barreaux autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans le noir, regardant vers le bas, on pouvait apercevoir A dans l'obscurité. Cette cellule qui était couvée par l'obscurité et par un nuage de fumée, à travers lesquels on pouvait sentir l'odeur de la nicotine. À l'extérieur, les gardiens qui étaient armés jusqu'aux dents, la main sur la gâchette de leur fusil. On pouvait sentir l'odeur de la nicotine qui s'échappait de la cigarette de l'un des gardes. Ce nuage de fumée qui rentrait à l'intérieur de la cellule, qui était couvé de noir, couvé d'une ombre noire au-dessus d'elle, Allison regardèrent par terre, le regard vide, sentant la nicotine, et cette fumée noire qu'il y avait au-dessus d'elle, cette fumée noire qui sentait la nicotine, cette cellule qui était obscure et petite, dans laquelle elle se sentait encore plus petite, cette cellule qui l'oppressait, dans laquelle elle savait qu'il y passerait le restant de ses jours. Elle avait essayé de faire croire à un double homicide, à un double suicide, à une double disparition.
mais elle n'en a récolté que ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle pensait en récolter quelque chose qui allait donner un but à son expérience, voir si une personne tiendrait le choc face à la disparition de quelqu'un qu'il aime. Mais elle n'en a récolté qu'un fruit, pourri, amer, censuré de tout plaisir. Elle en récolta seulement un fruit pourri et amer, censuré de tout plaisir. Elle était enfermée dans cette cellule, enfermée dans le noir, une cellule couvée de noir. Mike se relevèrent, dénués de force, avec l'infime reste de force qui lui restait dans ses bras, l'infime puissance qui pouvait lui rester à travers ses bras, à travers ses muscles. Dénués de force, ils essayèrent tout de même de se relever, avec la seule force de ses bras, cette infime force qu'ils lui restèrent, cette infime force qu'ils lui restèrent dans ses bras. Ils se relevèrent, et c'est alors qu'ils se relevèrent le soir même, couverts de boue d'un seul côté. Ils regardèrent alors son visage dans un des reflets de la vitre. Dans un des reflets de la vitre du chalet, ils regardèrent son visage, couvert de boue d'un seul côté, recouvert d'eau de l'autre, dont il était trempé du côté droit, et recouvert de boue du côté gauche, ayant été laissé pour mort sur le rivage d'un lac qui lui était méconnaissable, à côté d'un chalet en bois, dans la pénombre, obscurci par un rivage qui était entouré de noir et d'une brume grise à travers laquelle on pouvait apercevoir même son reflet dans la vitre. Tout de même, il regarda son visage. À travers les reflets, il vit qu'il était mouillé d'un côté, trempé par-delà la rive sur laquelle il avait été laissé échouer. Il avait été abandonné pour mort. Ayant été laissé abandonné pour mort, il se releva avec l'infime force qui résidait encore dans ses bras. Cette infime force qui résidait encore dans ses bras. Ils se relevèrent, perdirent l'équilibre, et c'est alors qu'ils retombèrent. Par terre sur la rive, ils retombèrent sur les rivages, sur le bord du lac. Ils retombèrent sur les rivages, se rattrapèrent avec l'infime force qui puisse lui rester, tout en se répertoriant dans l'endroit dans lequel il était, avec l'infime force qui lui restait dans ses bras. Ils se relevèrent, et c'est alors qu'ils regardèrent l'endroit où il était. Ils ne reconnurent rien, et se retournèrent vers les rivages, tout en regardant le centre du lac, l'endroit le plus profond, ce qu'on pouvait appeler le solstice du lac, l'endroit le plus profond, comme le solstice du soleil, l'endroit où le soleil est à son plus haut, ou bien encore le solstice de la lune, l'endroit à laquelle la lune est à son plus haut durant la nuit. Ce soir-là, Mike, ayant été laissé pour mort, avec l'infime force qui lui restait à travers ses bras, il se relevèrent, reprit son équilibre, se maintenut debout, et regardèrent vers le solstice et l'horizon du rivage. Regardant vers l'horizon du rivage, ainsi que vers le solstice de la lune, qui était à son plus haut ce soir-là. Il était 4h, 3h du matin, sûrement plus. C'est alors qu'ils regardèrent les rivages, et laissèrent un silence derrière lui, afin d'entendre les vagues qui revenaient, qui s'en allaient, qui repartèrent, formant un mouvement alternatif, en revenant et en repartant sur les rives. Ils laissèrent ce bruit derrière lui, et partit lentement. Ses chaussures trempées, ses chaussures noires trempées, couvertes de boue, de sang qui lui coulait du front, qu'il n'avait pas encore essuyé, qu'il essuya ensuite avec sa main, où il remarquait qu'il avait une plaie ouverte à l'arcade sourcilière. C'est en marchant qu'il se dit qu'il réglera ça plus tard, mais il devait tout d'abord laisser la rive derrière lui, ce lac dans lequel il avait été laissé pour mort, ainsi que cet endroit, ce chalet qu'il ne connaissait point.
ce chalet qu'il ne connaissait point, qui avait été enfermé par la pénombre et par un solstice de minuit sombre dans lequel on pouvait apercevoir un nuage de brume à travers lequel le lac, le rivage ainsi que le chalet disparaissaient. Peu à peu qu'il marchait, peu à peu qu'il avançait, de plus en plus ils laissèrent ce bruit derrière lui. Ce bruit qui disparut d'un seul coup, lorsqu'ils partirent à travers les rivages, de cette fois l'intérieur d'un ruisseau qu'il suivit pendant longtemps dans la forêt, un ruisseau qu'il suivit pendant longtemps, il suivit les rivages de ce ruisseau. Ce ruisseau, cette rivière, qui n'avait pas nécessairement de nom, ou pas encore, qui n'avait pas nécessairement été connue, qui n'avait pas nécessairement d'importance par rapport à la ville et les bois de Penwood. Par rapport à la ville et les bois de Penwood, cette rivière qui n'avait pas nécessairement d'importance, qui n'avait pas nécessairement d'importance et qui ne reliait pas un point A à un point B, il suivit cette rivière et les rivages, ainsi que le ruisseau lui-même, pendant la nuit, et laissa derrière lui le bruit de ces vagues, le rivage qui revenait alternativement et qui repartait, ainsi que cet endroit qui disparut avec la pénombre, ainsi qu'avec un mirage gris et obscur, dans la pénombre qui fit disparaître à travers une brume noire le chalet dans lequel il avait été laissé pour mort. Plus tard, chez lui, le lendemain matin, Ella, sa mère, vint alors à le réveiller. Ella, la mère de Mike, vint alors à le réveiller, croyant qu'il pouvait être dans son lit. Seulement Mike était encore dans la forêt, à la recherche d'un endroit, croyant que ce qu'il suivait pouvait bien relier un point A à un point B, pouvant l'amener jusqu'à chez lui, croyant que ce ruisseau qui reliait un point A à un point B était bel et bien ce qu'il devait suivre pour pouvoir arriver chez lui. Seulement ce matin-là, il était toujours dans la forêt, suivant ce ruisseau, espérant qu'il reliait un point A à un point B. Il était abandonné à son plein gré, laissé pour mort dans la forêt. Ils marchèrent essayant de retrouver avec conviction le chemin de sa maison. Ce matin-là, sa jeune mère, Ella, et sa jeune sœur, Aria, partirent dans sa chambre. Sa mère, Ella, le réveillèrent et enleva alors d'un seul coup, sans même hésiter, la couette de son lit. Enlevant la couette de son lit, soulevant les oreillers, il vit alors le corps de Mike. Laissant le temps au meurtrier bien avant cela, lorsqu'il était en PLS sur les rivages, laissant le temps au meurtrier d'avoir fait un copycat de lui-même, après avoir été chercher son sosie. Ayant pris son sosie, après avoir fait un copycat de sa mort, après avoir copié sa propre mort, pour faire croire un suicide ou encore un assassinat, ils déposèrent alors son sosie, son copycat de sa propre mort, dans son lit. Sa mère ensuite, qui soulevèrent la couette avec conviction, essayant de réveiller Mike, qu'elle croyait endormi, qu'elle croyait être dans sa chambre. Seulement ce n'était qu'un copycat de sa mort, un copycat de lui-même. Ce n'était que son sosie qui avait été égorgé par un fil de fer. Son sosie qui avait été égorgé par un fil de fer pour marquer la lacération qui avait été ensuite faite par un couteau, qui avait laissé une marque rouge ainsi qu'une traînée de sang ayant séché pendant la nuit. Elles crièrent à travers toute la maison, ce qui réveillèrent ensuite le père, ce qui réveillèrent Aria, qui était déjà bien réveillée depuis longtemps. Elles sortirent de sa douche, mit un jeans, mit un t-shirt, et arrivèrent et vurent le corps de son frère égorgé par un fil de fer, ainsi qu'une traînée de sang dans son lit, du sang sec qui recouvrait le sol. Un corps qui pensait bel et bien être celui de Mike. C'est à ces obsèques qu'on crut pouvoir dire au revoir une nouvelle fois à son frère, qui avait dans le passé fait plusieurs fugues, croyant que cette fois-ci c'était la bonne. C'est cette fois-ci, à ses obsèques, croyant que cette fois-ci c'était la bonne, que Mike avait bel et bien fugué
trouver un endroit à laquelle il aurait pu faire en sorte de disparaître, trouver un endroit dans lequel il aurait pu faire en sorte de disparaître, simuler sa mort, ou même, voire même se tuer, aller jusqu'à un tel point que personne ne pouvait l'imaginer. Croyant qu'aux obsèques, ils disèrent au revoir à leur propre fils, alors qu'ils ne disaient au revoir qu'à un simple copycat, une personne qu'ils ne connaissèrent pas, mais qui était la personne qui ressemblait le plus à Mike, son sosie. Ils disèrent au revoir à son sosie, tous l'un après l'autre. Seulement personne ne savait que c'était le sosie de Mike, un copycat de sa mort. Personne ne le savait, ils disèrent au revoir l'un après l'autre à cette personne qui ressemblait bel et bien au frère d'Arya, ainsi qu'au fils de Ella. Ils disèrent tous au revoir les uns après les autres. En s'approchant du cercueil ouvert, ils disèrent au revoir. Tout le monde, Arya, Ella, ainsi que son père, ainsi que Spencer, Emily, Anna, et toutes les autres s'approchèrent, habillés en noir, vêtus d'une robe, d'une jupe longue, noire, et d'autres vêtements couverts de noir, de voiles noirs. Elles s'approchèrent, couverts d'un voile noir, d'une jupe crayon noir, de talons aiguilles noirs. Anna, qui elle s'était habillée de manière classe et chic, noire, entièrement noire. Tout le monde était couvert de noir, pleurant leurs larmes, pleurant leur désarroi, leur désespoir et la perte de quelqu'un qui leur était cher. Tout le monde habillé en noir. Il était question de deuil. Il était question de perte. Il était question de deuil de quelqu'un qu'on avait aimé, qu'on aime, qu'on aimait toujours, et qui pour nous était toujours vivant. Elles s'approchèrent alors toutes les quatre, avec la mère de Arya, Ella, qui s'approchèrent du cercueil, qui regardèrent son fils qui avait été étranglé par un fil de fer, ainsi que lacéré par un couteau, sur lequel on pouvait voir le long de ses joues une traînée de sang séché. Ce corps qui avait été laissé à l'air libre était inadmissible. Laisser un tel fardeau, une telle mort à l'air libre, quelqu'un qui avait été ensuite égorgé, après avoir été étranglé par un fil de fer, avec du sang séché sur la joue, seulement d'un côté, couvert de terre et humidifié par les rives d'un lac, cela était inadmissible de mettre quelqu'un d'une mort pareille et si atroce dans un cercueil, et de le laisser ouvert pour que la famille puisse dire un dernier au revoir. Ils s'approchèrent alors tous les quatre, penchèrent la tête un peu vers l'avant. Arya mit alors sa main sur le torse de son frère. Ella regardèrent pendant un bref instant. Après ce bref instant, elle s'effondrait en larmes sur l'épaule de son mari, ainsi que Arya qui vint alors à lui faire un câlin, la prendre dans ses bras. Anna qui lui répéta toutes mes condoléances, Emily qui fit de même, ainsi que Spencer qui fit de même avec sa mère, lui disant toutes mes condoléances, croyant que c'était bel et bien Mike dans le cercueil. Tout le monde habillé en noir, pleurant leurs larmes de quelqu'un qu'ils avaient aimé et qu'ils avaient chéri, qui avait disparu pendant la nuit et qui n'était plus là, et qui désormais auquel on devait faire un dernier adieu, on devait l'oublier et le laisser vivre dans nos cœurs lorsqu'il n'était plus là. Cette personne, on devait l'oublier. C'est alors que, durant l'enterrement, durant les obsèques de Mike, Ella montèrent sur l'estrade, devant l'autel, et dit un mot à tout le monde. Et ensuite, se vint le tour d'Emily, qui dit un mot à tout le monde en l'honneur de Mike. Ensuite se vint le tour de Spencer, qui dit un mot à tout le monde en l'honneur de Mike, après être monté sur l'estrade. Venue à l'autel dire un mot, elle dit un mot en l'honneur de Mike, qui ensuite, Anna, dit quelque chose, un mot qu'elle avait préparé, attentivement, avec sa mère qu'elle avait préparé. Regardant sa mère dans les yeux pendant qu'elle parlait, Anna dit un mot. Puis ce fut au tour des mères de dire un mot. La mère de Emily, la mère de Anna, ainsi que la mère de Spencer montèrent sur l'estrade toutes les quatre, et dirent tous un mot envers la disparition de Mike, la disparition soudaine, si brutale et si brusque.
et ils dirent tous un mot, et ensuite ils partirent, laissant le cercueil ouvert. Laissant le cercueil ouvert, ils partirent. Aria jeta un dernier regard, et ils sortirent tous de l'église. Les obsèques étaient terminées. Ils marchèrent une dernière fois vers le cercueil, regardant une nouvelle fois l'intérieur. Ce visage, dépourvu de sentiments et de vie, qui était celui de son frère, enfin ce qu'elle croyait être son frère. Elles partirent alors avec sa mère, Ella, avec son père, et plus tard, de retour à la maison. Ella se mit à pleurer devant le lit de Mike, assise, tenant ses affaires, reniflant son odeur avec attention, croyant que son fils était toujours en vie, que ce ne pouvait pas être réel. Reniflant son odeur, assise sur son lit, pleurant toutes ses larmes de son corps, Aria vint à lui faire un câlin, à la réconforter, à la consoler. Et c'est alors que plus tard, elles oublièrent pendant la nuit. Mais la présence de Mike était toujours là, dans cette maison, imprégnée dans les murs. Elle était imprégnée dans les murs, tel un amour indélébile, qui même la personne qui a tué cette-là ne pouvait pas la détruire. Un amour indélébile, qui avait été marqué au fer rouge à l'intérieur du cœur de Mike, ainsi que de celui de Ella, et que de celui de Aria. Cet amour marqué au fer rouge, même la personne qui avait pensé avoir tué Mike ne pouvait pas la détruire. Mike était imprégné dans les murs. Seulement, Aria pensait pertinemment qu'il ne pouvait pas être mort. Mike n'était jamais du genre à sortir ou à partir de chez lui. Il était plus du genre à rester, ou à ne pas dire ce qu'il pensait, ou à ne même pas voir la vérité en face. Il n'était pas du genre très cachotier. Il disait ce qu'il pensait, au moment où il pensait. Il faisait ce qu'il avait envie, au moment où il l'avait envie. Alors croire pertinemment qu'il avait disparu, cela était impossible et incompréhensible pour elle. Aria savait pertinemment qu'il n'avait pas disparu, mais qu'il était bel et bien quelque part en vie. Cependant, ce ne fut pas la même opinion pour Ella, qui, elle, était en train de respirer son odeur dans sa chambre, assise sur son lit, en train de pleurer les larmes de son corps, toutes les larmes de son corps. Désespérée, dépourvue d'espoir, elles reniflèrent son odeur, ses vêtements, regardèrent les objets dans sa chambre, ouvrirent son PC et regardèrent ses dernières recherches, écoutèrent sa musique, et plus tard elles s'endormirent dans son lit. Aria qui vint alors à faire de même, ouvrant la porte afin de ne pas la réveiller, essayant de la refermer sans même la réveiller, elle se mit à côté de sa mère, la prenant par le bras, par l'abdomen, la prenant avec ses bras par l'abdomen, elle se mit à côté d'elle, contre elle, et lui murmura à l'oreille, « On va le retrouver, on va le retrouver. Je sais qu'il est vivant, Mike n'est pas du genre à disparaître comme ça. » C'est alors que Ella se retournèrent. Elles se retournèrent et regardèrent Aria, qui lui dit « Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Je le sais. Il nous l'aurait dit s'il serait parti quelque part. » Peu plus tard dans la soirée, Mike fut à son tour passé dans la salle de bain. Ils enlevèrent alors son jeans, son boxer, furent couler l'eau. Ils furent alors couler l'eau, ils enlevèrent son boxer, son jeans, son t-shirt. Ils enlevèrent alors son pull, le mit sur le porte-manteau, rentrèrent sous l'eau, et c'est alors que peu plus tard dans la nuit, vers 3h, 4h du matin, un homme entrèrent dans sa chambre, capuche noire, jeans noirs, un masque noir, on ne put apercevoir son visage, avec un pull noir, avec un jeans noir, avec des chaussures noires couvertes de terre et de sang, avec son masque noir, il était neutre à l'intérieur de la pièce.
À l'intérieur de la pièce, au beau milieu, il était neutre et ne bougeait pas. Il tenait un mouchoir et une bouteille de chloroforme en main. C'est alors qu'il passa à l'attaque, et soudainement, vers 3h, 4h du matin, il passa à l'attaque, prit d'assaut Mike par la main, et par la main il posa en même temps la sienne sur sa bouche et sur son nez, afin de l'empêcher de respirer, posa le mouchoir qu'il remplissa de chloroforme sur son visage, avec sa main qui maintenait son nez, qui maintenait ses yeux, et sa deuxième main qui le maintenait sous position de soumission, sa deuxième main qui le maintenait sous position de soumission, qui tenait sa bouche et son nez, sa deuxième main qui maintenait son visage et ses yeux. Il le maintenait par terre en position de soumission, le regardant avec son masque noir. Mike ne put se débattre, ni même apercevoir son visage. Ils l'endormirent avec le chloroforme, lui retirèrent le mouchoir en attendant qu'il s'endorme et qu'il ne pût se débattre. Une fois endormi, c'est sur la route de Penwood, en plein milieu d'un brouillard, un brouillard noir et obscur, dans la pénombre, une route qui traversèrent les bois de Penwood, une route droite, sinueuse de temps en temps, mais pour le moins droite, une route assez longue, dégagée, sur laquelle on pouvait apercevoir la lumière de la lune qui transperçait les feuilles et les feuillages, qui jonchaient les murs. Les feuilles et les feuillages qui jonchaient les murs et les parois qu'il y avait autour de la route. Les routes étaient protégées par des ponts. Les routes étaient protégées par des ponts, ainsi que par des murs. Pas plus haut que 3 mètres ou 4 mètres, on pouvait voir les feuilles du bas, ainsi que les branches du bas des arbres. On pouvait voir les feuilles du bas des arbres, ainsi que les branches du bas des arbres, battre avec l'allure du vent et se cogner contre les murs qui protégeaient la route. Cette route droite est de temps en temps sinueuse, dans l'obscurité et dans la pénombre, sous un mirage gris, dans une brume noire et assombrie, sous la pénombre, on pouvait voir et entendre frapper les gouttes d'eau contre la vitre. Mike était endormi à l'arrière, bâillonné par la bouche, bâillonné par les bras, bâillonné par les jambes. Attaché par le buste, il ne pouvait bouger. Il était allongé sur la banquette, les yeux fermés. Ils se réveillèrent peu de temps après avoir entendu le bruit des gouttes taper contre la vitre et glisser tout le long de la voiture. Tout le long des parois en métal de la voiture et en tôle, on pouvait apercevoir les gouttes qui jonchaient le long, tapaient contre les vitres et enfin atterrissaient par terre. Sur le côté, il y avait des murs, des parois qui protégeaient la route. Des parois qui protégeaient la route sur lesquelles on pouvait entendre des bruits, des claquements. On pouvait entendre les branches, les feuilles, les arbres, avec le vent, qui voltigèrent à travers et qui tapèrent en même temps contre les protections de la route. Les protections de la route qui avaient été faites en béton et parfois en métal, on pouvait entendre le bois, on pouvait entendre le vent à travers les arbres, ainsi que les branches qui volaient à travers le vent, frapper contre le métal, frapper contre le bois, frapper contre le béton, qui protégèrent les routes sur les côtés. À certains moments, quand la route était sinueuse, se devint plus calme et on n'entendit que le bruit de la pluie. Ce voyage fut aussi long qu'il puisse paraître, à travers ces routes sinueuses, dans l'obscurité, dans la pénombre et dans le bois, les branches et les arbres qui frappèrent contre les parois, la route protégée et cette voiture qui avancèrent dans la pénombre, les phares qui éclairèrent la route sombre et les phares qui éclairèrent l'intérieur éclairé par les phares de l'extérieur qui éclairèrent la route qui devenait de plus en plus claire au fur et à mesure que la voiture avançait. Une fois arrivé à un chalet, la musique disparut. Ce chalet, qui était au bord du lac,
un lac dans lequel Mike avait été abandonné sur les côtés. Mike y avait été abandonné sur les côtés. Personne ne savait si un jour on allait le retrouver. Ce chalet, qu'on appelait le chalet du lac, était un endroit dans lequel on pouvait entendre le moindre bruit du vent, le moindre bruit de la faune et de la flore, le silence et d'autres choses qui pouvaient entourer cet endroit. Cet endroit, contourné par la faune et la flore, l'on pouvait entendre le moindre bruit à travers le silence qui jonchait les parois. À travers le silence qui jonchait les parois, on pouvait entendre le moindre bruit. À travers le silence, les gouttes qui tombèrent du ciel, qui frappèrent contre les vitres, la porte qui grincèrent en l'ouvrant d'un infime mouvement, la porte qui grincèrent, ainsi que ce mouvement infime qui fut en sorte que la main du tueur masqué, auquel on ne put décrire son apparence physique ou mentale, ce mouvement infime ouvrit la porte et fit un bruit qui résonna à l'intérieur. Ce bruit qui résonna à l'intérieur, tel un écho qui résonna dans l'intérieur de la maison, ainsi qu'au 2e étage et au 3e étage. Mike était abandonné sur le côté de la route qui était évidemment le bord du lac. Le bord du lac qui était de plus en plus profond avec les années. Ce lac qui se creusèrent tout seul avec les années, avec l'érosion. Ce lac qui se creusèrent tout seul. De plus en plus profond avec les années, le côté de la route en était le début. Mike avait été abandonné sur les parois. Ils jonchèrent à nouveau. Les côtés du lac étaient abandonnés à moitié dans l'eau, le visage endormi, dépourvu de ce qu'il se passait actuellement, le visage endormi, les yeux fermés, abandonné de son plein gré sur les côtés de ce lac, assis par terre, recroquevillé en PLS, en position de sécurité. Il avait été abandonné. Personne ne savait si on allait le retrouver. Seule la musique que l'on pouvait entendre nous disait que quelqu'un avait disparu.